qui se balançait sur une toile d'araignée. C'était un jeu tellement amusant qu'il appela un deuxième éléphant. On va donc aborder le 3e trimestre de la grossesse. On est avec une femme qui a pu profiter d'expériences déjà fortes, déjà dans le 1er trimestre, cette possibilité de mise en paix avec son passé. Et puis dans le 2e trimestre, cet apprentissage à bien vivre le présent, on peut imaginer que dans ce 3e trimestre, elle va pouvoir encore profiter d'une nouvelle expérience et psychique et physique. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que riche de ces 2 expériences, comme tu le dis, eh bien, on va rentrer dans ce 3e trimestre avec quelque chose qui va fondamentalement changer dans le psychisme. C'est cette fois, elle sait que l'enfant est viable. Et ça, c'est très important. Parce que même si elle n'a pas une grande connaissance de la médecine, il y a quelque chose où elle sait qu'à partir de maintenant, la rencontre, elle est quasi certaine. Parce que l'enfant, même s'il sort en début de 3e trimestre, il est viable. Et ça change quelque chose. C'est-à-dire que ça permet de se projeter cette fois-ci dans l'avenir. Autant le 1er trimestre était tourné vers le passé, autant le 2e était dans l'ici et maintenant, le présent, autant le 3e est tourné vers le futur. Comment on se prépare à un grand événement? Comment on se prépare à une rencontre d'amour en couple pour rencontrer cet enfant? Donc c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'avenir, avec en effet dans le psychisme cette idée que l'enfant est viable, et donc 2 autres questions qui vont être arriver, c'est la question de ce qui va m'arriver à moi en tant que femme, l'accouchement, et puis la naissance, qu'est-ce qui se passe pour la naissance de l'enfant. Donc en fait, il y a 2 pensées, il est viable, qui va entraîner 2 pensées, la pensée de l'accouchement et la pensée de la naissance. Donc déjà, c'est une projection dans le futur. On peut imaginer que la femme est dans une certaine fébrilité, il y a en même temps, on imagine une sorte d'excitation, d'attente. Elle va bientôt, elle le sait, avoir son enfant, pouvoir le prendre dans les bras, voir son visage. Mais en même temps, on peut imaginer aussi l'inquiétude devant quelque chose, une expérience complètement nouvelle qui est l'accouchement. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a en même temps la joie et la peur, les 2 mélangés. Et ça va être plutôt du côté joie et plutôt enthousiasme, d'autant plus qu'elle se sera, j'allais dire, investie et qu'elle aura profité du 1er trimestre et du 2e trimestre. Donc elle sera d'autant plus sereine que le 1er trimestre et le 2e trimestre ont été accomplis dans tout ce qu'il propose. Après, il y a 2 choses qui vont venir renforcer ces pensées, puisqu'on va d'abord rester sur les pensées. C'est 2 événements physiques, c'est les contractions et les mouvements du bébé. Et les contractions, cette fois-ci, elles sont plus fortes qu'avant. Les contractions, elles existent dès le début de la grossesse, mais très faibles, à peine perceptibles. Dans le 2e trimestre, on les sent un peu, elles ne sont pas gênantes. Dans le 3e trimestre, souvent, elles commencent à être gênantes, même assez fortes, même parfois un petit peu douloureuses. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit, cette fois-ci, je vais accoucher. Et avec, suis-je prête à accoucher? Et donc c'est là qu'il y a vraiment une projection dans la préparation à l'accouchement, au sens où on l'entendait avant. Pour moi, la préparation à l'accouchement, c'est quelque chose qui prend les 3 trimestres, mais avant, c'était réservé à la fin de la grossesse, parce que c'était l'accouchement se profilait, on savait qu'il fallait être prête à cette expérience, peut-être un peu difficile en effet. Et puis il y a aussi les mouvements du bébé. Et les mouvements du bébé interrogent aussi la femme, cette fois-ci du côté bébé. Je vais recevoir ce bébé, suis-je prête, comment ça va se passer, et donc il y a plein de questions qui vont arriver par rapport à l'enfant. La question de quel monde vient-il? De quel monde vient-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui pendant 9 mois? Comment va se passer pour lui la naissance? Qu'est-ce que c'est que cette traversée? Et comment il va se comporter après? Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui arrive au monde? Comment il se comporte? Comment il découvre le monde? Donc il y a plein de questions, 3 questions qui arrivent par rapport au bébé. Je simplifie, il peut y en avoir d'autres. Et puis des questions par rapport à l'accouchement, bien sûr. Comment ça va se passer? Des choses très pratiques. Quelle clinique? Suis-je prête? Comment ça va se passer les contractions? Voilà, toutes ces questions-là. Après, si on s'intéresse à ce qui se passe d'un point de vue physique, c'est aussi très intéressant de voir ça. Parce que d'un point de vue physique, cette fois-ci, il y a vraiment un poids qui est important, et ce poids empêche de beaucoup bouger. Il y a aussi une digestion qui est plus lente. Il y a aussi une fatigabilité. Quelquefois, le sommeil est moins réparateur. Donc, moi, j'aime bien comparer, du point de vue physique, cet état à une vieillesse prématurée et temporaire, puisque cette vieillesse va s'arrêter une fois que l'accouchement sera passé. Donc, il y a quelque chose qui vraiment, dans la vieillesse temporaire
éphémère, je dirais, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que du coup, encore plus que le reste de la grossesse, elle peut moins en faire physiquement. Oui, on la sent dans un espèce d'essoufflement du corps, dans un espèce Oui. de... Voilà. Et en même temps, en se disant, mais oui, mais c'est maintenant qu'il va falloir que je mobilise pourtant Toutes mes forces. le maximum de mes forces. Ouais. Donc, c'est un état particulier, c'est sûr. Ouais, c'est très curieux d'ailleurs qu'il y ait en même temps cette fatigue, et puis cette demande à la fin d'un effort incroyable psychique et physique dans l'accouchement qu'on verra. Oui. Ça aide aussi quelque chose, je trouve, cet état de vieillesse temporaire et ce test de la vieillesse, ça change les choses aussi dans les relations de couple. C'est aussi un endroit où les femmes peuvent, pour celles qui savent moins bien le faire, apprendre à demander de l'aide. Et c'est parfois pas si simple que ça. Leur compagnon de donner de l'aide, et ça non plus, c'est pas si simple que ça. Et ça induit un changement dans la relation entre eux, en fait. Oui, complètement. Alors ça, c'est aussi très intéressant dans la relation, parce que c'est qu'est-ce qui est juste entre la vraie fatigue et puis quelque chose qui voudrait se faire plaindre et qui serait faux. Et donc, demander l'aide juste, et ça parle aussi de la vieillesse, parce que la vieillesse, elle doit aussi assumer le maximum de choses et savoir se faire aider, c'est un équilibre difficile. Et du côté de l'homme, c'est en effet, comment je peux vraiment tenir compte des circonstances de façon juste, voilà, sans tomber dans quelque chose qui soit pas très juste au niveau des responsabilités. La femme enceinte, même en 9e mois, elle peut faire plein de choses. Une personne âgée peut faire plein de choses, beaucoup plus lentement. C'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'elle doit tenir compte de son corps. Elle peut toujours agir, mais ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille. Et puis il y a des choses qu'elle ne peut pas faire, c'est certain. Donc ce qu'elle ne peut pas faire, c'est l'homme qui devrait le faire, ça c'est sûr. Et puis ce qu'elle peut faire, il faut qu'elle le fasse à son rythme. Mais de toute façon, le principe, c'est quand même s'occuper de ce qui va se passer de cet événement, en lien avec son conjoint, bien sûr. Il faut qu'ils réfléchissent ensemble. Il faudra bien qu'ils se mettent d'accord sur le fond de comment ça va se passer et comment elle va avoir de l'aide de sa part. Donc ils ont à interagir ensemble pendant ce 3e trimestre. Alors moi je me souviens que quand j'attendais mes enfants, j'avais plein de questions par rapport à ce bébé que je sentais de plus en plus dans mon ventre. Et j'avais des questions sur qu'est-ce qu'il vit, comment il se construit, qui il est en fait. Il y a quelque chose en sent de grand, peut-être même bien plus grand que nous. Et on a envie de le suivre dans tout son périple. Oui. Voilà. Alors c'est une question extrêmement importante puisque ce qui est bizarre dans l'expérience humaine, c'est qu'on donne son âge à partir de sa date de naissance alors qu'on a déjà 9 mois. Et c'est comme si ces 9 mois avaient été occultés alors qu'en effet on est en train de découvrir, grâce à l'exploration des neurosciences en particulier, tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine. Et que d'abord la première chose qu'on sait depuis très longtemps, c'est qu'il se passe l'embryologie. L'embryologie c'est quoi? C'est le fait qu'il y a une cellule fécondée par un ovocyte et un spermatozoïde qui va produire à la fin, au bout de 9 mois, un enfant. Et ce processus d'embryologie, il a lieu par une explosion cellulaire. Une cellule va donner une multitude de cellules. Ces cellules vont subir des migrations, elles vont se déplacer pour aller faire les organes, elles vont se modifier pour faire des organes spécifiques. Donc il y a vraiment une multiplication, une spécification des cellules et une migration avec à chaque endroit la création d'un organe. Donc déjà c'est un phénomène incroyable qui a lieu, avec une précision millimétrique. C'est-à-dire que c'est vraiment comme une partition de musique. Tout est fait pour qu'à la fin, il y ait un enfant en bonne santé. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'incroyable et je comprends tout à fait l'étonnement d'une femme enceinte quand elle se dit ce qui se passe à l'intérieur de son ventre. La deuxième chose, c'est que c'est la relation d'intimité qu'il y a avec la mère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une fusion, et l'enfant perçoit non pas sa mère comme une personnalité, comme quelqu'un qui a des goûts, ou des choses qu'elle aime pas, etc. Il l'aperçoit comme quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire qu'à travers la femme, il y a quelque chose qui est au-delà de la femme et qui produit la vie. C'est celle qui produit la vie. Comme une maternité primordiale. L'enfant n'est pas en contact avec une personnalité tant qu'il n'est pas né, il est en contact avec cette maternité, ce maternel primordial, je préférerais dire, cette mère universelle, telle que certaines traditions l'appellent. Et donc c'est comme si cette mère universelle
En même temps, elle avait toutes les capacités de faire cette partition de musique, de produire grâce à son corps cette partition de musique, et en même temps d'assister ce développement. J'aime bien comparer à un moment le corps maternel. Alors c'est vrai que c'est un peu choquant comme image, mais à un centre de réanimation, sauf que ce n'est pas de la réanimation, c'est de la construction de la vie. Mais si on regarde bien, elle assiste la respiration, elle respire à la place de l'enfant, comme un respirateur artificiel, elle oxygène l'enfant, donc par cette respiration, elle fait circuler le sang, elle amène des nutriments, elle amène tout ce qu'il faut. Mais c'est dans la physiologie, c'est dans l'amour, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bain d'amour, c'est un bain d'une symbiose d'amour, et c'est ça qu'il faut entendre. Cette première expérience de la vie intra-utérine, c'est une expérience d'amour inconditionnel, où le maternel est penché sur la construction de cet enfant, sans aucune absence pendant 9 mois, et donc il reçoit tout l'amour du cosmos, je dirais même, si on peut se permettre ce terme, à travers cette femme. Alors, en tant que maman, moi j'ai trouvé que c'était super important de rentrer dans cet émerveillement et de le sentir, parce que ça nous prépare à son accueil. Ça nous prépare à une délicatesse, à accueillir cette grandeur quelque part de cet être qui arrive. Ce qui est aussi intéressant à regarder comme image, c'est le fait que le corps de la femme, le corps de l'homme, enfin, l'état actuel de l'évolution est issu de 4,6 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il est contenu dans toute cette embryologie qui va se développer pendant 9 mois, toute l'histoire de la vie. C'est comme si était résumé en 9 mois 4,6 milliards d'années d'évolution. La Terre a 4,6 milliards d'années, elle a subi l'arrivée du minéral bien sûr, du végétal, de l'animal jusqu'à l'homme, et tout ça est résumé dans l'embryologie. D'ailleurs, l'embryologie le dit, ça résume toute l'histoire de l'évolution. Et donc c'est ça qui est absolument fabuleux à considérer. Et que dans cette chose-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que se construit le corps, comme on l'a vu dans l'embryologie, mais se construit aussi le psychisme. Et c'est-à-dire qu'en fait, si on y regarde de près, toutes les forces qui ont animé le végétal, toutes les forces qui ont animé l'animal et qui animent l'humain, on va les retrouver dans la construction du psychisme de l'enfant et dans la construction de son cerveau en particulier, avec tous les étages du cerveau qu'on connaît. En fait, tu posais la question de savoir pourquoi on dit qu'on a notre âge à partir de notre naissance et qu'on ne rajoute pas 9 mois, mais en t'entendant, je me dis aussi qu'on pourrait dire cet être, il a 9 mois plus 4, et quelques milliards d'années, il est d'une dimension qui n'est pas la nôtre en fait. Oui, tout à fait. C'est un être, moi j'aime bien appeler ça un être préterrestre, puisqu'il va arriver sur Terre, et que le bain dont on parlait tout à l'heure, le bain dans lequel il baigne d'amour maternel, moi je l'ai appelé complétude, et Jean-Marie Delassus, qui est à l'origine de la maternologie, l'avait appelé totalité vitale, un bain dans une totalité vitale. C'est-à-dire qu'en effet, il arrive avec une espèce de puissance, je dirais, de connaissance même, de connaissance, puisqu'à travers son corps et son psychisme, il a assisté et participé à toute l'évolution de la construction de la vie. Donc c'est un être qui a en même temps pas la conscience telle qu'on la conçoit nous, mais qui arrive avec une connaissance cellulaire des choses qui est immense. Alors après, quand il va arriver à la naissance, donc j'ai dit qu'il était construit par l'embryologie dans le corps et aussi son psychisme. Et donc si on arrive au terme de ce processus au 9e mois, comment est-ce qu'on peut décrire cet enfant ? À quoi on peut se raccrocher pour comprendre ? Et moi j'aime bien l'image du pilote et du vaisseau d'exploration. Puisqu'on dit qu'il est préterrestre, c'est qu'il va faire l'exploration de la Terre. Et je pense que c'est une image qui est très utile pour comprendre l'enfant. C'est-à-dire que dans une exploration d'une planète inconnue, puisque c'est ça, eh bien, il faut d'abord un véhicule. Et le véhicule, c'est le corps. Donc le corps a été construit pour pouvoir explorer la Terre. Tout est fait pour ça. Il faut aussi un ordinateur, quelque chose qui va gérer les choses. Et ça, c'est le psychisme. Le psychisme, ça va être ce qui va permettre de découvrir la Terre, de comprendre la Terre, et ensuite d'interférer entre la Terre et le corps. Et puis, il y a le pilote, le pilote et le plan de vol. Et le pilote et le plan de vol, c'est deux choses qui sont assez proches. Et donc, il y a quelque chose qui est, de ce point de vue-là, du point de vue du pilote, une vraie question. C'est quoi le pilote ? Et là, on peut faire quelque chose qui est même plus qu'une hypothèse, c'est se dire le pilote, c'est ce qui participe à la vie. C'est celui qui va avoir un plan de vol, qui va arriver avec quelque chose qui est individuel, qui n'est pas de la personnalité, qui est individuel,
que certains appellent l'âme, la conscience, je ne sais pas, chacun trouve ses mots. Et cette chose, c'est ça qui doit conduire la vie. C'est-à-dire qu'après ça, si on arrive à la naissance, dans cet être préterrestre qui ne connaît encore rien à la Terre, on a un pilote qui arrive avec un programme, qui arrive avec une interface qui n'est pas encore complètement opérationnelle, qui va se mettre en place après la naissance, et le corps qui va agir. Et ce psychisme qui est très frustre à la naissance, il est équipé, et ça c'est les neurosciences qui le disent, il est équipé mieux presque qu'un ingénieur en recherche et développement. C'est-à-dire qu'à travers, il va traiter des algorithmes, et à travers les algorithmes, il va faire des hypothèses, et ces hypothèses vont lui permettre d'essayer de comprendre le monde, non seulement de le comprendre, mais d'interagir avec le monde, à condition qu'il soit dans une ambiance sécurisante et dynamisante. Ce sont les deux termes, sécurisant et dynamisant. Donc ce pilote, il a un programme qu'il doit accomplir au cours de la vie, et ça c'est une autre histoire. On a parlé du pilote, du plan de vol, on a un explorateur, mais comment il perçoit le monde dans lequel il arrive? Alors, comment il perçoit? Et on sait très bien que dans la vie intra-utérine se développent les organes des sens, et que ces organes des sens vont capter, en particulier la musique, la voix de la mère, tout ça, ça a été montré très clairement par des études. Mais je crois que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les organes des sens sont encore frustres, et surtout à la naissance, c'est pas tellement comme ça qu'il perçoit. C'est-à-dire qu'il a une perception qui dépasse un petit peu ce qu'on peut comprendre. Il a une perception, moi, que je traduirais en disant il perçoit avec le cœur. Et il y a des études qui ont été faites au CNRS par Marie-Claire Busnel et qui a montré quelque chose d'assez incroyable d'ailleurs. C'est que si une mère est enceinte de jumeaux, si pendant la grossesse, elle parle à un jumeau et qu'on enregistre le cœur des deux jumeaux, on s'aperçoit que celui à laquelle elle s'adresse réagit alors que l'autre réagit moins ou pas. C'est la même chose quand les enfants sont nés devant elle, elle a ses deux jumeaux, elle parle à l'un et il réagit avec le rythme du cœur en particulier, ou elle parle à l'autre. Et c'est la même chose surtout quand les enfants sont dans une autre pièce, derrière un mur, parce qu'on s'est demandé si finalement ce n'était pas la présence de la mère et quelque chose qui faisait qu'ils percevaient des choses. À travers un mur, ils perçoivent aussi. Donc il y a quelque chose qui nous échappe beaucoup d'un point de vue scientifique dans la perception. On constate qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas exactement l'expliquer. Par contre, ça veut dire une chose, ça veut dire que les habitudes que nous avons de parler à un enfant, comme une mère parle à son enfant quand il est dans son ventre, ou parle à son enfant quand il est dehors, ça marche, même s'il est à distance, dans un centre de réanimation et qu'elle est à un endroit, il y a un lien que nous ne comprenons pas et qui fait qu'elle peut parler à son enfant et que l'enfant perçoit son intention. L'enfant perçoit l'élan du cœur de la mère. Voilà, c'est ce que je peux dire dans cette perception. Surtout une perception qui est liée au cœur. On est dans ce troisième trimestre avec à l'horizon l'enfant qui va arriver, avec à l'horizon l'accouchement qui va se produire. Mais concrètement, pendant ce troisième trimestre, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à cette rencontre qui va avoir lieu à ce moment-là? Alors, on a au fil du temps proposé aux couples qui viennent ce qu'on appelle la lettre à l'enfant. C'est-à-dire, c'est au cours du 9e mois, donc 3 semaines avant la naissance, écrire à son enfant. Mais ce n'est pas écrire de façon anecdotique, c'est écrire depuis son cœur, depuis la vérité. Et ça est très important que l'enfant, déjà dans le ventre, il va recevoir cette information, peut-être d'un peu loin, mais elle va lui être très utile à la naissance. C'est-à-dire, c'est lui dire la vérité, sans phare, sans invention, mais la vérité avec douceur. C'est vérité et douceur. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans le désir d'enfant, il y a quelquefois des choses qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce qu'il est. Par exemple, on voudrait un garçon, c'est une fille, ou vice-versa. Donc il y a des choses où, au départ, on n'est pas très à l'aise. Eh bien, lui dire simplement, c'est vrai, tu es un garçon, et au départ, j'espérais une fille, mais c'est juste moi, ça. C'est moi, parce que j'ai un enfant avant, et j'aurais voulu avoir un sexe différent, mais c'est pas grave. Et donc, lui dire la vérité. Et la vérité, quelle est l'importance de ça? C'est qu'il ne se sent pas en cause. C'est-à-dire, on est en train de lui dire, c'est moi qui pense comme ça, ce n'est pas toi. Toi, tu es ce que tu es, et je t'accueille avec ce que tu es. Mais moi, dans mon histoire, il y a quelque chose qui fait que j'aurais préféré ça.
Et donc l'enfant comprend, et ça c'est essentiel dans toute la parentalité, que ce n'est pas lui qui est en cause. Parce que souvent il se prend pour responsable de ce qui se passe. Et c'est une façon extrêmement importante d'entamer la relation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est faire coïncider ce qu'on a appelé la complétude, l'expérience de la vie intra-utérine, avec le monde des humains qui est moins parfait. C'est faire le lien. Et justement, c'est son problème. Il a été séparé de la complétude, il rentre dans le monde des humains dans lequel il ne comprend pas grand-chose, et là, avec la lettre à l'enfant, on fait le lien. On lui dit la vérité, qui est un aspect de cette complétude, la vérité, la joie aussi, et avec ça, on lui dit, en même temps, le monde des humains, c'est pas parfait, mais on peut dire la vérité. Et la vérité, c'est que, voilà, il y a des choses qui sont... Mais ce n'est pas dû à toi. Et ça, c'est extrêmement essentiel, parce qu'ensuite, dans la parentalité, ça va être très important de dire la vérité avec douceur. Donc voilà pourquoi cette lettre à l'enfant, dans mon esprit et dans notre esprit, puisqu'on fait ça ensemble, elle est essentielle pour la parentalité.